bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cet apéro éducation qui est le deuxième de cette année. Donc nous allons parler de discrimination positive et mixité sociale et plus largement la question de la ségrégation. Alors parmi vous, donc il y a plus ou moins une vingtaine de personnes qui n'ont jamais participé à une activité de CG et ou à un apéro éducation. Et donc je vais présenter très brièvement CG en quelques mots. Et donc CG, c'est une association d'éducation permanente, un mouvement sociopédagogique qui lutte contre les inégalités sociales et scolaires. Et donc CG agit à trois niveaux. Tout d'abord à un niveau politique, mais aussi au cœur des classes et dans la relation entre les familles et les acteurs éducatifs de l'école et des associations. Donc sur le plan politique, on analyse beaucoup ce qui se passe au niveau du système éducatif et dans les classes, et donc on pointe ce qui ne va pas dans le système et au niveau des pratiques qui font que les inégalités sociales se transforment en inégalités scolaires. Donc on est aussi une force de proposition, et donc on a participé de manière très active et non consensuelle à tous les travaux du pacte et maintenant dans sa mise en place. À un autre niveau, on essaye d'être un acteur de changement et de faire de tous les enseignants des acteurs de changement aussi, d'abord dans leur classe et dans leur école. Alors au niveau du travail dans les classes, ce que l'on fait, c'est réfléchir ensemble sur les pratiques qui sont à l'œuvre et de faire en sorte que chaque enseignant soit un premier acteur dans sa classe. Alors ce travail se fait de différentes manières. On a notamment toutes des formations qu'on propose, et j'y reviendrai tout à l'heure quand je vous présenterai différentes activités tout à fait à la fin de l'apéro, mais donc on a une offre de formation et aussi des groupes d'accompagnement de pratiques professionnelles. Et donc voilà, ce sont toutes des occasions pour réfléchir ces pratiques et d'essayer de les faire évoluer dans le sens de faire réussir le plus largement possible les jeunes qui côtoient l'école. Alors, au niveau des relations entre les familles et les acteurs, c'est surtout œuvrer à la rencontre des différents acteurs et d'établir des partenariats où chacun trouve sa place. Alors, les apéros de l'éducation, c'est quoi ? Ce sont des temps de conférences à plusieurs voix. Ici, ce soir, il y a 3 interventions. Mais donc, l'idée, c'est ne pas mettre en avant des bonnes pratiques, mais plutôt des expériences qui deviennent des expertises et de les mettre en débat, mais qui n'est pas un débat consensuel et qui peut aboutir à des points de vue très différents sur une situation que l'on met au travail au cours d'une soirée. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir ensemble. Et bien sûr, dans la deuxième partie de la soirée, on vous donnera la parole, pas seulement pour poser des questions aux intervenants, mais pour aussi donner votre point de vue sur les questions qui nous occupent. Alors, l'idée, comme je le disais déjà tout à l'heure, c'est de faire de tout un chacun un acteur de changement au niveau de sa classe et de l'école. Alors, on a ce soir 1 heure pour les interventions, et puis un temps de débat pendant plus ou moins 1 heure, et puis on terminera par un petit temps convivial ici autour du bar pour ceux et celles qui peuvent rester. Voilà. Alors, le questionnement, avec quoi on chemine ce soir ? D'abord, une réalité admise, le lien entre l'échec scolaire et le statut socio-économique des parents. Alors, au niveau de la causalité et des mécanismes qui œuvrent, il y a des nuances, parfois des abysses qui apparaissent au niveau des explications qui sont données. Alors, comment objectiver ce statut socio-économique des familles ? En Fédération Wallonie-Bruxelles, ils ont développé un outil statistique,
Et chaque école, chaque implantation s'est vue attribuer un indice avec 7 variables. Alors, comme tout outil statistique, ben, ça a une valeur descriptive, et Benoît va nous le montrer dans quelques minutes avec toutes des mises en relation possibles. L'outil statistique, c'est aussi une valeur prescriptive. Et donc, en Fédération Wallonie, Bruxelles, ben, on a développé la discrimination positive, mais comment cela s'organise-t-il et avec quelle efficacité? Alors, une question, mais c'est faut-il imposer la mixité ou consacrer des moyens importants aux victimes de la ségrégation sociale sans toucher au public des implantations? Et surtout, au nom de quelle finalité? Seulement pour réduire les inégalités scolaires ou défendre ce qu'est faire société? Alors, pour répondre à toutes ces questions, 3 interventions. Tout d'abord, Benoît Jadin, donc, qui est enfin, un ancien enseignant, mais qui est président actuellement de CG et qui a rédigé une étude ICE. Qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce qu'on en fait? Ensuite, on donnera la parole par l'intermédiaire d'une mise en forme qui a été réalisée aussi par Benoît, à donc une double intervention de Choukri Benayed et de Christophe Manibal, qui ont participé à un événement organisé par CG. Et donc voilà, ça a été mis en scène par Benoît, et vous les découvrirez tout à l'heure par l'intermédiaire de différentes séquences. Et ensuite, je donnerai la parole à Bernard Delvaux, qui est donc sociologue et qui est fraîchement rentré à la retraite, mais qui était chercheur au GIRCEF. Voilà. Je vais trop loin dans ma présentation et je passe tout de suite la parole à Benoît. Voilà, je vais essayer de décrire le mieux possible ce qu'est l'ISE et comment on le calcule. Et puis je vais le mettre en relation avec un certain nombre d'autres paramètres que sont les réseaux, le spécialisé et la situation géographique. Voilà. Et je terminerai par quelques questions relativement aux usages et quelques questions relatives à la lutte contre l'échec scolaire. Anissa est en 6e primaire à l'Athénée royal de Utsiplou, voilà, en janvier 2021, donc c'est l'année scolaire 2020-2021, et la Banque Carrefour, en gros, essaye de caractériser le niveau socio-économique de sa famille. Et pour ça, on s'intéresse à 7 variables. La première, c'est le revenu de la famille, qui est un nombre entre 0 et quelques milliers. C'est un revenu qui est standardisé, c'est-à-dire qu'un revenu qui est calculé par habitant, sachant que 2 familles ne sont pas égales si le nombre d'habitants, évidemment, des familles ne sont pas les mêmes. Il y a alors une autre variable qui est y a-t-il un membre de la famille qui a un diplôme universitaire ou d'études supérieures? La troisième variable, c'est y a-t-il un membre de la famille qui a un diplôme de maternelle ou de primaire? Autre variable encore, la part des travailleurs pour les plus de 18 ans parmi la famille. Y a-t-il un membre de la famille qui a une aide sociale ou qui bénéficie d'une aide sociale ou pas? Quelle est la part d'ouvriers et quelle est la part de travailleurs du tertiaire bas? Vous voyez qu'il y a des variables qui varient entre 0 et 1. Il y en a qui prennent simplement la valeur 0 ou 1, puisque c'est le cas ou ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on appelle des variables dichotomiques. Voilà. Et donc à Nissa, il y a un relevé comme ça qui est fait pour 2014. Et de la même façon pour 2015, 2016, etc. Voilà. Pour ces 7 années qui sont concernées, on fait ensuite, on prend une valeur qui est centrale, qui dans certains cas est la médiane, c'est-à-dire la valeur du milieu pour les revenus, qui dans certains cas est le maximum pour toutes les variables dichotomiques, donc qui sont 0 ou 1, ben, s'il y a un 1, on prend le 1 en gros, et puis pour les variables qui sont entre 0 et 1, on prend des moyennes. Et on a ainsi 7 nombres pour Anissa ou la famille d'Anissa. Donc il y a 7 valeurs avec 7 variables. Après, à l'Athénée royal d'Utsiplou, que tout le monde connaît, il y a Anissa, il y a Barbara, et puis il y en a une flopée d'autres, et le dernier c'est William. Et à ce moment-là, pour l'implantation Athénée royal d'Utsiplou, on va faire la moyenne. Donc on a ainsi, pour chaque implantation scolaire, on a ainsi 7 valeurs qui sont des moyennes
des élèves qui composent cette implantation. Et c'est important quand même parce que, il faut que je le signale, on fait ce type de travail non seulement pour les implantations du primaire, du fondamental, mais aussi pour les implantations du secondaire. Et puis on le fait pour les établissements, sachant qu'il y a des établissements qui ont compte plusieurs implantations, et du fondamental et du secondaire. Et puis on le fait pour les secteurs statistiques, qui sont un peu là des secteurs géographiques un peu comparables aux quartiers qu'on considérait dans un précédent ISE. Voilà. Pour chaque implantation, ça fait donc cette valeur. Et puis dans le fondamental, par exemple en 2019-2020, il y avait 3035 implantations, ce qui veut dire qu'il y avait 7 valeurs pour chacune des implantations. Ça fait un gros tableau quand même de 3035 lignes avec 7 colonnes. Alors comment on va interpréter un tableau comme celui-là? Alors pour le simplifier et pour vous faire comprendre un peu ce qu'il y a derrière, j'ai réduit moi à 3 variables seulement et à seulement 11 écoles. Et donc si on n'avait plus que 11 implantations scolaires et 3 variables, on aurait un petit tableau comme ça tout simple, avec un revenu, le niveau d'études haut, la proportion d'ouvriers parmi les travailleurs. On calcule les moyennes, on calcule aussi l'écart type. C'est important parce que quand vous voyez des revenus et des niveaux, on ne sait pas comparer des 30 000 avec des 0,9 et des choses comme ça. Donc on va ce qu'on appelle centrer et réduire les variables. Pour centrer, on retire la moyenne. Pour réduire, on divise par l'écart type. Et on a ainsi des valeurs qui toutes se ressemblent. Et donc dans la première colonne, c'est bien les revenus. Mais ce sont des revenus qui sont centrés, réduits. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut imaginer ce qui se passe d'un point de vue géométrique dans un repère à 3 dimensions, et on peut situer chaque école par un point. Voilà. Et ce qui se passe quand on voit ça, c'est que suivant les positions des repères, vous avez des visions tout à fait différentes. C'est la même situation, les mêmes 11 écoles, même 11 implantations scolaires. Et puis dans une, vous avez l'impression que tous les points sont groupés, dans l'autre pas. Et l'analyse en composantes principales, qui est un outil mathématique assez puissant que je ne vais pas détailler, d'ailleurs il me faudrait très longtemps pour le faire, eh bien il consiste à regarder, à trouver un axe qui traverse tous ces points et qu'il fait dans une direction qui donne une étendue la plus grande possible, si vous voulez, ou qui tient compte de la dispersion. C'est un axe où la dispersion est la plus grande possible et qui permet donc de mieux discriminer, donc de différencier les implantations. Et cet axe-là qu'on trouve, parce que mathématiquement on sait tout faire, hein, cet axe-là qu'on trouve, il donne l'ISE. C'est-à-dire que chacun des points, vous allez regarder son abscisse sur cet axe-là, et c'est ça qui donne l'ISE. Alors en gros, dans la réalité, vous avez cet axe, donc il faut imaginer que vous êtes dans un petit monde à 7 dimensions. C'est un peu plus difficile à réaliser, c'est pour ça que je me suis limité à 3 dimensions, mais c'est exactement le même principe. Ce qui veut dire que, voilà, on a après, l'avantage, c'est qu'on n'a plus qu'un seul nombre. On n'a plus qu'un seul nombre pour chacune des implantations. Et ces nombres-là, ils varient entre moins 3 et 3, parce que justement, ils ont été centrés réduits. Et donc, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails non plus, mais ce n'est pas loin d'une normale réduite. Ce n'est pas tout à fait une normale réduite, mais enfin, ça, c'est uniquement une parenthèse pour ceux qui font un peu plus de mathématiques. Donc, il y a des ISE qui sont compris entre moins 3 et 3. Et il n'y a plus qu'un seul nombre pour chaque école. Voilà. Et il y a 5 catégories d'ISE. Donc, il y a les implantations du primaire, etc. Et notamment celles des secteurs statistiques. Je vais m'intéresser, moi, surtout aux implantations du fondamental et au secteur statistique dans la suite. Voilà. Et autre chose, encore pour compliquer un peu, mais en termes de lecture, c'est plus facile, c'est qu'on les classe par ordre croissant, toutes ces implantations, et puis on les divise par quantile de 5%. Et pour le fondamental, en 2019-2020, il y avait à peu près 500 000 élèves. Donc, vous prenez les premiers 25 000, paf, première classe. Deuxième 25 000, deuxième classe. Donc, les écoles, les implantations qui avaient des ISE les plus bas, quand on arrive au total de 25 000, celles-là, elles sont en classe 1. Et puis, on fait la même chose, classe 2, classe 3, jusqu'à la classe 20, où on a les 5%, les 25 000 élèves qui participent, qui font partie des établissements avec l'ISE le plus haut. Et ça, c'est la classe ISE. Donc au moins, j'espère qu'en sortant d'ici, il y a une erreur que vous ne commettrez plus. Vous ne direz plus « Sainte-Thérèse de la Compassion a un ISE de 5 » parce que ce n'est pas possible. L'ISE, il varie entre moins 3 et 3, mais Sainte-Thérèse a peut-être un ISE de moins 0,8 et elle est en classe, par exemple, ISE 5. Voilà pour les ISE. Alors tout de suite, ce qui vaut quand même la peine, c'est de regarder la relativité de l'ISE, qu'on n'en fasse pas n'importe quoi. Il y a d'abord des moyennes implantations. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée avec ça de la dispersion à l'intérieur des écoles.
Alors, quand vous êtes des classes qui sont bas, vous pouvez vous dire que c'est relativement homogène, mais pour les classes du milieu, vous ne savez pas du tout ce qui se passe, parce que vous pouvez avoir des différences très grandes avec des moyennes, voilà, qui sont justement dans la moyenne des populations de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas d'indice personnalisé. Pour le moment, on a quand même 7 valeurs par élève, mais il n'y a pas d'indice à coller à chaque élève, comme on le fait en France. La France calcule un IPS, et donc elle colle à chaque famille, elle va coller un indice de position sociale. On peut alors se demander si c'est réellement une bonne chose ou pas, mais ça peut être objet de débat. Voilà. Et donc l'ISE n'est pas une valeur en soi, puisqu'elle ne sert que comparativement à d'autres implantations qui sont dans ce même type de travail. C'est impossible d'aller comparer, par exemple, des ISE de Flandre et de Wallonie, même s'ils sont calculés de la même façon, mais si vous n'avez pas rassemblé les écoles, le travail de l'analyse en composantes principales, voilà, il s'adresse à un groupe. Et donc, dans ce groupe-là, on a une relativité des établissements par rapport à les autres, mais impossible d'aller faire des comparaisons avec d'autres situations. Et alors oui, la dernière question, évidemment, on peut se demander aussi si les 7 variables sont les bonnes. Je reprendrai la question. On peut se demander aussi si elles ont le même effet sur la réussite ou sur l'échec. Il y en a qui disent qu'elles sont liées, d'autres pas. De toute façon, les corrélations ne sont pas toujours positives. Donc, comme il y a des corrélations entre elles qui sont parfois positives, parfois négatives, il est mieux de les regarder quand même séparément. Alors, la relativité de la classe aussi. Si vous avez une école qui passe en classe supérieure, ça ne veut pas dire que qu'il y a eu une évolution énorme, ça peut être dû à d'autres choses. Voilà, ici j'ai repris des possibilités. Est-ce qu'il y a réellement une progression au niveau socio-économique? Est-ce que c'est dû au recul d'autres écoles? Est-ce qu'il y a eu un changement de taille avec voilà, des apports d'élèves nouveaux et donc un passage à une classe supérieure? Voilà, tout ça c'est possible. Par contre, si vous aviez une implantation qui passe de classe 1 à classe 8, là vous pouvez vous dire il s'est quand même passé quelque chose. Parce que là, il y a quand même eu une hausse de l'ISE. Et vous pouvez dire, par exemple, c'est peut-être une école de milieu populaire qui a développé des pratiques pédagogiques particulières et qui a attiré vers elle un monde socialement plus élevé. Ou ça peut être parce que le recrutement est local et qu'il y a eu des mouvements de population là autour. Enfin, voilà. Donc il faut être quand même, par rapport à cette relativité d'ISE, il faut quand même être très, 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 très prudent. Voilà, alors je vous ai dit, je vais essayer de mettre en relation avec un certain nombre d'éléments, et le premier, c'est les réseaux. Voilà, j'ai repris, pour les 3 graphiques que vous allez voir, j'ai repris la Fédération Wallonie-Bruxelles en vert, j'ai repris le communal en rouge, et j'ai repris le libre en bleu. Et ici, je n'ai pas pris les classes une à une, j'ai pris les classes par 5. Autrement dit, j'ai pris le premier quartile, c'est classe 1 à 5, le deuxième quartile, classe 6 à 10, et ainsi de suite. Donc ça groupe un peu les choses, et donc en gros, vous avez, dans le premier quartile, vous avez 25%, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un quartile. Et donc vous voyez par exemple que dans le premier quartile, 2 tiers des élèves sont issus du réseau officiel, qui sont Fédération Wallonie-Bruxelles et communale. Par contre, quand vous allez dans le quartile le supérieur, vous voyez que le libre dépasse les deux autres réseaux. Voilà, je pense que le graphique il ne demande pas tellement de précision parce que ce sont des choses qu'on sait, mais les voir de façon aussi flagrante, ça peut surprendre quand même plus d'une personne. Et je varie un peu les plaisirs autour de la même situation. Ici, j'ai repris par classe et je regarde une classe, c'est 100%. Donc si je me dis qu'une classe, c'est 100%, à l'intérieur de chaque classe, comment ça se passe? Et avec les mêmes couleurs, ben vous voyez pour la classe 1, qui est un premier quantile de 5%, ben vous voyez le nombre de gens, d'élèves qui sont dans le communal, vous voyez le nombre d'élèves qui sont dans le libre, le nombre d'élèves qui sont en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et même chose, par exemple, si vous allez à l'autre bout, en classe 20. Autre variation encore, mais ici je considère que chaque réseau fait 100%. Donc je regarde finalement pour chaque réseau où les élèves, dans quelle classe se trouvent les implantations de ces réseaux différents. Et donc vous voyez par exemple pour le communal, une répartition là qui est... Elle n'est pas homogène entre les classes, mais enfin voilà, ça varie quand même assez fort. Par contre, dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui dans le fondamental compte beaucoup moins d'élèves, mais vous voyez qu'il
il y en a 10% de ces élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se retrouvent en classe 1, dans des implantations de classe 1. Voilà. Ce sont des choses qui peuvent être regardées plus longuement, et donc ça, je vous renverrai à l'étude, et si vous voulez regarder ces graphiques attentivement, là, vous aurez l'occasion de le faire. Voilà. Autre chose que j'ai regardé, c'est le lien avec le spécialisé. Bon, vous savez qu'il y a 8 types de spécialisés, avec des retards, des troubles, des maladies, etc. Et puis la coalition de parents de milieux populaires dénonce une orientation trop fréquente des enfants vers le spécialisé, pour des difficultés qui n'ont rien à voir avec ces retards, ces troubles, ces déficiences, ces maladies. Alors, est-ce que cette coalition a raison ou pas? Alors le problème, je vais rapidement sur ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ISE calculé pour les implantations du spécialisé, mais on les calcule par association. Donc il y a là derrière, pour le fondamental, il y a des matrices qui jouent et il y a des coefficients. Et les coefficients qu'on a pour le fondamental, on applique les mêmes pour le spécialisé, sachant qu'on relève aussi chaque fois le nombre d'élèves et pour chaque élève les 7 variables et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a 34 000 là en 2020-2021, il y avait 34 743 élèves dans le spécialisé pour 314 implantations. Et donc j'ai regardé un peu comment ils sont distribués par ISE. Et donc j'ai considéré des intervalles d'ISE 0,2. Et donc vous voyez l'allure que ça a pour le fondamental. D'accord? Et en même temps l'allure que ça a pour le spécialisé. Alors, il y a un petit trucage, enfin un petit problème là pour les puristes au niveau spécialisé, puisqu'il n'y a pas de vrai ISE et que j'ai mélangé des implantations fondamentales et secondaires. Mais bon, voilà, malgré tout, ça donne pour moi une indication, donc il ne faut pas donner une confiance de 100% à ce type de graphique, mais quand même. Et si vous les regardez comme ça, c'est encore plus clair. Alors là, on peut se dire quand même que même si ce n'est pas une vérité là tout à fait bien établie, on peut se dire quand même, quand vous voyez quels sont les ISE, comment se répartissent les ISE dans le fondamental et comment ils se répartissent dans le spécialisé, il n'y a pas photo. Et autre confirmation, et ça, elle est plus solide, celle-là, parce qu'on travaille sur un même indice. Je vous ai dit qu'on travaillait aussi des ISE par secteur statistique. Autrement dit, j'élargis par quartier. Et donc, chaque élève, il va prendre l'ISE de son quartier. Et puis, on regarde, tiens, dans les écoles, dans les formes d'enseignement données, tiens, d'où viennent les élèves. En gros, on regarde de quel quartier ils viennent, de quel indice socio-économique ils viennent, donc l'indice socio-économique du quartier auquel ils appartiennent. Et vous voyez ce qui se passe dans le premier différencié, dans le professionnel, etc. C'est ce que beaucoup de gens appellent l'escalier de la honte, parce qu'évidemment, c'est la preuve bleue sur blanc ici que les inégalités sociales sont répercutées à l'école, donc se transforment en inégalités scolaires. Et alors, pour le spécialisé, ben, j'ai fait aussi ce type, et là, moi, j'appelle ça un mur de la honte, parce que vous voyez ce qui se passe. Vous voyez que tous les gosses, pratiquement, viennent dans le spécialisé. Vous regardez le maternel, le primaire, les spécialisés suivant la forme. Vous voyez qu'ils viennent pratiquement tous d'indices socio-économiques qui sont en dessous de 0. Donc, c'est-à-dire quand même des indices socio-économiques qui ne sont pas les plus élevés. Donc oui, la coalition a bien raison, c'est un fait que on retrouve dans le spécialisé des gens pour des raisons qui n'ont probablement rien à voir avec des retards et des choses comme ça. Voilà, alors en géographie, ça va aller très vite. J'ai regardé, là, de nouveau, je suis venu avec, je regardais si c'était clair pour vous, oui. Là, de nouveau, je suis revenu à des quartiles. Et voilà, les quartiles, le premier quartile, donc les implantations, pour le fondamental à nouveau, les implantations, et c'est de nouveau 2019-2020, les implantations, où sont les implantations qui sont du premier quartile, c'est-à-dire les 25% des ISE les plus bas. Eh bien, vous voyez, il y a un groupe à Bruxelles, et puis il y a toute une bande qui va d'est en ouest, qui part de Verviers, Liège, qui revient vers Charleroi, Mons, jusqu'à Tournai. Si on va à l'autre bout de l'échelle, ben là, vous voyez qu'on remplit par contre tout l'espace qui était entre ce fameux axe est-ouest et ce centre Bruxelles. Ça, c'est sur les indices socio-économiques les plus élevés. Le deuxième quartile
vous voyez là, ça se répartit un peu. Il y a toujours un axe important là, et puis un peu des écoles, des implantations qui se distribuent un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis le troisième quartile, là, c'est relativement homogène. Je vais plus fin et je regarde maintenant des déciles, c'est-à-dire je regarde classe 1 et 2, avec les 10% les plus bas, les 10% les plus hauts. Et en rouge, j'ai les 10% les plus bas. En bleu, j'ai les 10% les plus hauts. Quand je dis 10%, c'est chaque fois en tenant compte du nombre d'élèves. Hein. Une école qui a 100 élèves, une école qui a 200 élèves, j'en tiens compte. Parce que je fais des totaux sur le nombre d'élèves, en comptabilisant le nombre d'élèves qu'il y a dans l'implantation. Eh bien, vous voyez les implantations, de nouveau, il n'y a pas beaucoup de photos à faire, il n'y a pas beaucoup de commentaires à donner. Vous voyez ce qui se passe. Alors, vous allez dire Bruxelles, si vous voulez le voir de près, Bruxelles, voilà ce qui se passe. Voilà. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, Benoît l'a précisé. Ça sert à prescrire, ça sert à décrire, ça sert à prescrire. J'ai été assez long sur la partie, suffisamment long sur la partie description. Sur la partie maintenant subvention, il faut savoir que l'ISE, il est pris en compte déjà pour les subventions de fonctionnement. Assez faiblement, mais il est pris en compte. Les traitements, ce n'est pas le cas. Pas de liaison de traitement à l'ISE, alors qu'en France, c'est le cas. L'encadrement différencié, lui, par contre, il concerne là exclusivement les classes 1 à 5, avec un certain nombre d'équivalents, avec à peu près 70 millions de budget et un gros millier d'implantations qui sont touchées, secondaires et fondamentales compris, avec des résultats qui, selon la copie qui est commission de pilotage en 2021, qui dit qu'il doute quand même sur l'amélioration dans le temps et le fait qu'il est impossible de conclure si ces résultats sont dus au dispositif d'encadrement différencié ou aux caractéristiques des écoles, car il n'y a pas de groupe contrôle. Autrement dit, il n'y a pas de vraies statistiques derrière ça. Et donc, on ne sait rien conclure de cet argent-là, qui est quand même de l'ordre de 70 millions. Voilà. Alors, ça tient, mais ça, je vais vite parce que ce n'est pas important, mais dans le décret inscription, les classes 1 à 8 vont intervenir, donc c'est ce qu'on appelle l'ISEF, uniquement si l'école est saturée. Dans l'autre cas, ce ne sera pas pris en compte. Voilà. Alors, sur les moyens de réduire les inégalités scolaires, il y a évidemment des questions de moyens. Hein. Il y en a qui en réclament plus, il y en a d'autres qui disent qu'il faut faire avec ce qu'on a. Il y a des questions, évidemment, sur le type, sur les subventions qui sont données. Il n'y a pas que l'encadrement différencié, parce qu'il faut aussi voir qu'il y a DASPA, il y a le FLA, il y a l'enseignement spécialisé qui n'est pas subsidié de la même façon. Voilà, donc on peut se poser la question de ces moyens-là et de ce qu'on en fait, de comment ils sont utilisés et des résultats qu'on peut en tirer. Il y a bien sûr au niveau des inégalités scolaires le problème des écoles avec une grande liberté qui n'est probablement pas toujours utilisée. Parce que les écoles ont une liberté énorme au niveau des rythmes quotidiens et hebdomadaires. Il y en a qui vous disent que ce n'est pas le cas, mais il y en a qui le font, donc ça prouve que c'est possible. Il y a des possibilités sur les lieux de classe, l'organisation, les attributions d'enseignants, les groupes d'apprentissage. Il y a des possibilités sur les pratiques pédagogiques, sur l'évaluation. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités au niveau des écoles. Au niveau des enseignants, il y a évidemment le problème des pratiques, avec la conscience que les enseignants ont de ce que sont les rapports au savoir, de ce que sont les malentendus cognitifs, et ainsi de suite. Il y a bien sûr aussi probablement pas mal de choses encore à chercher. J'ai déjà parlé des types de variables qui sont utilisées, des types d'outils qui sont utilisés. Il y a aussi des inégalités cachées, par exemple des écoles qui sont moins attractives et donc qui se retrouvent avec plus d'enseignements inexpérimentés, ou des écoles qui sont dans des spirales négatives avec des élèves qui sont plus faibles, une démotivation qui engendre un climat délétère, une image négative et ainsi de suite. Voilà. Et puis alors, il y a les problèmes structurels, et c'est justement l'objet de l'intervention suivante. Donc, par rapport à la ségrégation, Benoît l'a déjà évoqué aussi, il y a le problème de la mixité sociale ou du renforcement ultra positif. Voilà. Et donc, l'étape suivante, c'est de s'intéresser à la ségrégation et à un moyen qui a été utilisé à Toulouse pour s'attaquer à la ségrégation scolaire
on va vous présenter des passages de Choukri Benayed, qui est professeur de sociologie à Limoges, et de Christophe Manibal, qui est enseignant et syndicaliste. Donc je dois rappeler assez rapidement que c'est une longue histoire, voilà, parce que vous allez voir des petits éléments, mais c'est quand même une longue histoire. Primo, qui à un moment donné, il y a des gens qui prennent conscience que ségrégation urbaine et ségrégation scolaire, ce sont des choses bien différentes. Et donc être déjà bien, enfin je veux dire, prendre conscience que la ségrégation scolaire est un phénomène en soi est une chose qui a été importante dans leur réflexion. Il faut savoir qu'en France, on a un système interscolaire, donc inscription relativement forcée, mais qui varie très fort suivant le pouvoir en place. Et en 2015, Najat Vallaud-Belkacem qui arrive et qui va proposer au département de prendre des initiatives de déségrégation. Voilà. Et donc nous, on est intéressés ici par le département de Haute-Garonne, avec une centaine de collèges. On va s'intéresser aux collèges, donc après le primaire, avant le secondaire. Et donc, il y en a là, dans cette centaine de collèges, il y en a 4 qui sont en REP, donc ce qui est l'éducation prioritaire, hein, et donc 5 qui sont en REP+. Et puis Toulouse, c'est 1 million d'habitants, donc c'est quand même un machin, avec 24 collèges, dont 12 sont privés, et le quartier du Mirail, qui relève de la politique de construction des grands ensembles. Hein. On a fait ça en Belgique aussi, je crois, dans ces années-là. Et avec les fameux tripodes que je vais vous montrer, parce que ça vaut quand même la peine de voir, pour se rendre compte. 40 000 habitants, une ville dans la ville, le fameux quartier du Mirail. Et alors 2 collèges qui sont là, enclavés dans ces fameux tripodes, avec une ségrégation urbaine, parce que dans les tripodes ne vivent pas n'importe qui, mais aussi qui est exacerbée au niveau scolaire, parce qu'il y en a encore qui s'arrangent pour foutre le camp, autrement dit, pour essayer de trouver des pistes ailleurs. Donc ce sont des vrais collèges de relégation et de ségrégation prononcée. Et ce qui est important quand même aussi, c'est que le quartier n'est pas tout à fait éloigné du centre, parce qu'il y a des moyens de transport possibles, et ça a été un élément important. Voilà. Et pour comprendre, collège, j'ai déjà dit, et CSP, c'est la catégorie socio-professionnelle, parce qu'ils vont faire référence à ça. Donc en fait, je vous ai déjà parlé de l'indice, ils ont par famille, ils ont un indice, et donc les écoles, il y a des écoles qui sont en catégorie socio-professionnelle défavorisée, parce qu'elles ont un taux d'individus, donc de familles qui sont là avec des indices bas au niveau socio-économique. Voilà, et quand vous aurez vu ça, vous voyez ce que sont ces fameux tripodes, et ce que ça peut être d'être enclavé là-dedans. Et puis tout de suite, la parole. Nos 2 collèges dont on parlait tout à l'heure, ils étaient tellement enclavés qu'aucune des solutions, collège multisecteur, révision de la carte, etc., ne pouvait amener dans ces collèges mêmes la mixité. C'est-à-dire que malheureusement, les collèges, ils ne pouvaient être qu'à l'image du quartier, il n'y avait aucune solution. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit que, et d'ailleurs ça sera très intéressant d'en parler tout à l'heure, c'est impossible de faire la mixité sociale dans les écoles du primaire de ce quartier. Parce que l'école, c'est une affaire de proximité. Les enfants, on ne les amène pas, on ne va pas traverser toute la ville. Les parents, voilà. Par contre, l'idée, c'était, ce n'est pas admissible que ça continue au collège. Il fallait que dès le collège, ça change. Il fallait que dès le collège, il y ait, j'allais dire, justement cette ouverture sur d'autres univers pour ces élèves-là, et dans l'autre sens aussi. Et c'est ça qui, moi, me semble important. Et c'est là, à ce moment-là, qu'en tant que syndicaliste, mais aussi impliqué sur le terrain, j'ai trouvé très important de défendre cette idée qu'en termes d'égalité des chances et d'égalité, alors le mot chance, hein, mais d'égalité d'accès à l'école et à la même éducation, que ces élèves-là, qui sont dans des réseaux d'éducation prioritaire, donc qui étaient aidés, hein, heureusement, pas abandonnés, mais aidés, mais puissent quand même bénéficier justement du même service public que les autres. Bien, on va revenir sur ce que tu as évoqué, parce que c'est essentiel. Ouais. Là, j'explique un peu la démarche, sans trop rentrer dans la technique, mais c'est essentiel. Qu'a fait le conseil départemental? C'était d'abord de faire un diagnostic. Hein. Alors, le diagnostic, c'est ça, en fait. Hein. C'est des stats. Alors, le conseil départemental a été accompagné par le Conseil national de l'évaluation du système scolaire pour faire ces stats. Par ailleurs, je précise aussi, ça peut paraître un détail, mais c'est très important, que le Conseil départemental dispose d'un service sectorisation composé de 6 personnes.
dont certains sont docteurs en géographie, etc. Donc vraiment, c'est assez exceptionnel en fait en France. Donc vous voyez, on a comme ça tout un tas de données, à la fois sur la Haute-Garonne, sur Toulouse, des données publiques privées, sur la composition sociale, avec des indicateurs, etc. Alors, ce qu'on voit sur cette diapo, alors c'était quoi la procédure? C'était, il y a, si je ne me trompe pas, hein, je vois 72 collèges dans le département. Et en fait, le département, ça fait partie des solutions, si vous voulez, hein, etc. C'est dit, on a à la fois une hausse démographique parce que Toulouse et la Haute-Garonne, donc, qui est le département où se situe Toulouse, est très attractif au niveau de l'habitat. Aussi, on a des établissements délaissés, enfin, on a une démographie scolaire qui n'est pas très équilibrée, et on va faire, et c'est très important, une resectorisation d'ensemble à l'échelle départementale. Hein, donc ça présente quand même un nombre considérable d'établissements. Et on va dans le même temps, essayer de résoudre les problèmes de mixité sociale dans les deux collèges du Mirail, que sont Raymond Badiou et Bellefontaine. Petit détail, non, parce que là, ce que tu présentes, il y a bien 72 collèges en dehors de la ville de Toulouse et 24 dans la ville de Toulouse, voilà. Ce qui fait qu'il y en a une centaine. Et en effet, au départ, parce que sinon, on pourrait se dire que c'était extrêmement ambitieux, au départ, ça a été l'idée que c'était possible de le faire sur les 24 de la ville de Toulouse, les autres collèges étant plutôt mixtes, ils étaient dans la moyenne. Les écarts les plus importants, c'était dans la ville de Toulouse. C'est le tableau que vous avez vu tout à l'heure. Si d'ailleurs, tu peux peut-être le remettre, parce qu'il est... Voilà. Donc, en rouge, c'est les établissements privés. En rouge, vous voyez bien qu'on est taux de CSP défavorisé en dessous de 10%. C'est que des collèges privés. Voilà. Les deux collèges du Mirail, taux de CSP défavorisé supérieur à 80%. 80%. Voilà, les deux collèges cumulaient le fait que voilà, c'était impossible de leur faire de la mixité, mais en plus, eux, ils avaient 80% de CSP défavorisés. Voilà. Et là, on voit bien l'inégalité des enfants devant l'école. C'était clair. Voilà. Et donc, c'est sur la ville de Toulouse qu'il a été décidé de dire on va agir, parce que là, on peut travailler. Alors, En 15 minutes, il faut que vous essayiez. Ouais, en 15 minutes. Alors, en 15 minutes, donc, projet ambitieux, diagnostic partagé, un budget de 53 millions d'euros de restructuration, construction, fermeture, etc. Mais l'idée, vous avez compris, c'était de ne pas pointer ces deux collèges en particulier, mais de les noyer dans une politique un peu d'ensemble. Là où il y a originalité dans le département de la Haute-Garonne, c'est à la fois d'avoir essayé de travailler de façon collégiale, c'est-à-dire 3 comités de suivi ont été créés, enfin 2, un troisième un peu plus officieux, un interne à l'éducation nationale, un autre qui était mixte éducation nationale, conseil départemental, et le département a essayé de faire adhérer en fait les gens à cette politique avec un vote au CDEN, Conseil départemental de l'éducation nationale, et surtout ce qui était exceptionnel, c'était un dialogue citoyen, 4 mois de réunions, 70 rencontres, 1500 participants. Donc ça a duré un an et demi environ. C'est vraiment pas commun pour les histoires scolaires, mais sans flécher particulièrement le Mirail, en disant voilà, on va restructurer un petit peu l'ensemble, qu'en pensez-vous? Alors, ce qui était assez remarquable, j'ai trouvé dans la problématique toulousaine, c'est que le conseil départemental, en fait, avait un scénario, mais qui était amendable. Qui était amendable par ces réunions publiques. Bon. Et ce scénario, que je vais vous expliquer, auquel ni Étienne ni moi ne croyions, donc c'était ce qu'on leur a dit la première fois, ça ne marchera pas votre truc. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était appareiller un collège très pauvre et un collège très riche,
plus ou moins laisser le choix aux familles sans algorithme de choisir l'établissement de leur choix et d'envisager des coopérations entre les collèges. Bon, c'est ce que le ministère appelait la politique mythique en utilisant le site du site de rencontre. Voilà. Bon. Et nous, quand on est arrivé, bon, il le disait avec moquerie aussi. Et quand on arrivait avec mon collègue Étienne Butzbach, donc du CNESCO à Toulouse, on a vu les responsables et puis on leur a dit mais c'est quoi votre truc là, ça marchera pas. Enfin, qui va choisir délibérément de mettre son enfant dans l'établissement le plus défavorisé? Bon, ils ont dit nous on n'est pas bloqués. On soumet ce projet, mais on laisse aussi à la conférence citoyenne la possibilité de faire émerger d'autres problématiques. Donc, les consultations étaient très importantes. Alors, je pourrais passer beaucoup de temps, mais je sais que je n'ai pas le temps, même si je te regarde gentiment. Mais les associations ont été amenées à collaborer au projet. Mais également, ça, c'est des questions un peu plus techniques. On parle du département, mais dans le département, il y a la ville et il y a la métropole. Et si je ne me trompe pas, la ville n'était pas la même couleur politique que la métropole. Donc il fallait que le département. Donc il fallait aussi être diplomate avec la ville, avec la métropole. Donc tout ça, ça crée, comme dirait mon cher Christian Marois, des régulations multiniveaux, intermédiaires, etc. etc. Enfin, j'avoue que moi, j'y croyais pas au départ. Je me suis dit, c'est trop compliqué, ils n'y arriveront pas. Et là, il fallait aussi... donc là, je fais cette incise. Il fallait aussi que l'éducation nationale suive, ce qui n'a pas toujours été simple, mais on y reviendra dans les questions. Mais il fallait aussi que cette politique ne se fasse pas contre les enseignants. C'est-à-dire que ça ne leur soit pas présenté comme voilà ce qu'on a décidé, voilà ce que vous allez faire, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Parce que vous connaissez mieux que moi les enseignants. Si vous voulez les braquer, vous leur dites ça. Voilà. Et là, le conseil départemental s'est dit non, on doit avoir les enseignants avec nous et surtout, on doit les avoir au début, c'est-à-dire dans la... J'avais employé un mot qui n'est pas très joli. Dans la décision définitive, il faut qu'ils y aient participé au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'ils se soient appropriés une décision et non pas qu'on leur ait imposé une décision. Donc là, c'est là que je te laisse la parole parce que c'est le moment où ça ne s'est jamais fait, même en France, que Christophe vienne avec moi. Comment se sont passées les négociations entre le département, les syndicats, etc., pour faire adhérer les enseignants. Le constat, alors je refais le constat, c'est que, bon, déjà, nous avions 5 collèges sur la ville de Toulouse qui relevaient de l'éducation prioritaire, ce que vous appelez les ZEP, que nous appelons nous maintenant les REP, réseau d'éducation prioritaire. Et sur ces 5, le constat, c'est que les 2 du quartier du Mirail, je vous l'ai dit tout à l'heure, impossible de faire de la mixité, c'est-à-dire de faire venir des gens de l'extérieur du quartier qui accepteraient de mettre leur enfant dans ce collège. Là, il faudrait être militant, etc. Ça ne marcherait pas. Donc le constat au bout d'un moment, c'est que pour les 3 autres, on peut essayer de revoir la carte, de trouver des moyens, il y a la hausse démographique, on va y arriver. Ces 2-là, ce n'est pas possible. Donc l'idée, il faut fermer ces 2 collèges et les réouvrir ailleurs. J'aime autant vous dire que fermer 2 collèges d'éducation prioritaire, c'est pas simple. Et côté enseignant, c'était très mal vu. C'était mais c'est encore une manière de récupérer des moyens, de faire des économies, et encore une fois sur le dos des pauvres. Deuxième problème, peut-être plus fondamental, dans des quartiers populaires, souvent, l'école, c'est le seul service public qui reste. C'est le seul endroit où les gens se rencontrent. C'est le seul endroit où, j'allais dire, chez nous, l'État vraiment est présent. Fermer des collèges, c'est un drame. C'est essentiel. Voilà. Je précise que... L'essentiel, c'est que les enseignants ont l'impression qu'ils sont démunis par rapport à la mixité sociale. C'est pas faux. C'est-à-dire que dans leur coin, ils ont quand même assez peu de moyens d'agir. Mais en revanche, quand un programme se met en place, qui associe tous les partenaires que je vous ai évoqués tout à l'heure, y compris, j'en ai pas parlé, les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, etc., il est impossible de faire sans les enseignants.
Voilà. C'est-à-dire, j'aime bien ton expression, peut-être que dans certains cas, ils ne peuvent pas, mais dans les cas où c'est possible, où ils se mettent à bloquer le système, là, ça peut se retourner totalement contre eux. Et surtout, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Si c'est déclencher une guerre des tranchées, entre les inspecteurs et les syndicats, etc., c'est pas possible. Donc là, on a eu la chance à Toulouse. Christophe y a contribué parce qu'il sait être persuasif avec ses collègues, mais ça a quand même soulagé tout le monde de savoir que les syndicats suivaient. Parce que en France, les décisions ministérielles souvent absurdes obtiennent rarement l'adhésion des syndicats, et du coup, on passe plus de temps à régler les conflits qu'à monter des politiques publiques. Donc là, c'était quand même un poids qui était considérable, qui tombait. Et surtout, tu l'as pas dit, mais je dis à ta place, c'est que comme ont été montés des comités de suivi pour aboutir à un an et demi plus tard à une décision, les syndicats ont été associés de plein droit à ces comités, au même titre que les associations de parents d'élèves, etc., ce qui a été extrêmement intéressant, puisque maintenant, on se retrouve dans une situation, moi, je la trouve pas parisie, mais je la trouve cocasse. On se retrouve dans une situation où partout en France, on me dit, ils voudront pas, les syndicats, ils voudront pas, parce qu'on met tout sur le dos des syndicats. Et maintenant, les premiers promoteurs de cette politique de Toulouse, ce sont les syndicats enseignants, voilà, qui interviennent dans des rencontres qu'on organise nationales et qui expliquent à leurs collègues ce qu'ils ont vécu. Donc, ça veut dire que le fait de... Ce que les enseignants, il ne s'agit pas de dire simplement la rhétorique un peu bête, ils sont rétifs au changement, etc. Ils ne veulent pas changer n'importe comment, par n'importe quel procédé. Et puis, par ailleurs, ils veulent aussi être considérés comme des professionnels qui sont experts de leur pratique. Donc, cette association... Alors, sur ce point-là, tu as tout à fait raison. En 2 mots très rapides... Oui, très rapide. Sur ce point-là, quel rôle on a joué? Donc, je vous ai dit l'acceptation du principe. Bon, le principe, on était tous d'accord, la mixité sociale. Qui peut être contre la mixité sociale? Alors, malheureusement, il y a des gens qui peuvent quand même militer, mais bon, dans l'éducation, chez les enseignants, qui peut être contre? Par contre, nous, on a dit, très bien, vous faites ça. Premier principe, c'est important de signaler ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que aucun enfant du quartier du Mirail, on puisse se dire que si jamais on avait gardé les 2 collèges tels qu'ils étaient, il aurait eu plus de chances que si jamais, comme on va décider, on le ferme. C'est-à-dire qu'il doit y avoir personne laissé sur le bord de la route. Pas un seul élève, on puisse dire, ah ben lui, si jamais on avait gardé les 2 collèges, il s'en serait mieux sorti. Ça, c'était le premier principe. Le deuxième, on a dit à l'Éducation nationale, et c'est notre interlocuteur, il faut mettre des moyens sur la table. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir cette politique-là. Et ça, c'est peut-être là le cœur du sujet pour vous, votre problématique en Belgique, c'est qu'on ne peut pas faire cette politique-là à moyens constants. C'est-à-dire que, pour expliquer, peut-être aller directement à l'essentiel, une des conditions pour que donc ces élèves-là ont été sectorisés sur des nouveaux collèges. Une des conditions pour que ce soit accepté, ça a été de dire que dans ces nouveaux collèges, c'était à l'avantage des élèves du secteur de ces collèges et des élèves du quartier du Mirail qui y venaient. Les classes de 6e avaient des effectifs limités à 25 élèves, alors que c'est 30 élèves par classe en collège, ce qui est beaucoup trop d'ailleurs, mais bon, parenthèse fermée, je suis syndicaliste, c'est 30 élèves par classe en collège partout en France. Là, on a dit que c'était 25. On a dit qu'il y aurait des maîtres mixité sociale. On a dit qu'il y aurait, et ça c'est le département qui l'a apporté, des bus dédiés, des personnels pour encadrer, des activités pour faire que les élèves sur les pauses, etc., fassent vraiment des choses ensemble, parce qu'on ne voulait pas que ces élèves-là se retrouvent isolés, petite minorité dans un collège, et à tout le monde qui les regarde avec des gros yeux, mais d'où ils sortent cela. Et donc, une fois qu'on a tout mis en place, on a demandé des formations pour nos collègues qui n'avaient pas habitué à gérer l'hétérogénéité. On a quand même fait quelque chose on n'a pas choisi le plus facile. On a mis les élèves des collèges les plus en difficulté avec les élèves des collèges les plus demandés, les plus élitistes. Enfin, mais j'allais dire, ils sont élitistes par nature. Les élèves sont eux-mêmes demandeurs, viennent de milieux sociaux où il y a un accompagnement familial à l'éducation, etc. Eh bien, ça a marché. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que nous, notre rôle de syndicat, c'était de dire
voilà, on ne vous lâchera pas pendant tout le temps de l'expérimentation. On sera derrière pour demander qu'il y ait des moyens et que vraiment, en gros, ce soit pas, c'était ce qu'on craignait au départ, quelque chose à la mode. Ah, on fait ça, et puis une fois qu'on a lancé le processus, on abandonne et on passe à autre chose parce que nous, les politiques, ce qui compte, c'est qu'on fasse la une du journal tous les ans avec quelque chose de nouveau. Non, le dossier mixité, si vous vous y engagez, on veut bien vous suivre, mais par contre, nous, on veut des résultats. Au sens de résultats, c'est-à-dire que ça marche vraiment bien, on veut que personne ne soit abandonné, et donc on a imposé des comités de suivi, des réunions supplémentaires, etc., exigé de discuter, des bilatérales, etc. On a... Voilà. Et donc, si vous n'avez pas, parce qu'on a dû sélectionner, et malheureusement sur 20 minutes, c'est pas facile, mais donc on ferme 2 écoles, hein, en résumé, on ferme 2 écoles complètement, on envoie les élèves dans d'autres écoles de la ville, enfin de Toulouse, mais pas du quartier, évidemment. Et puis, on les limite, pas plus de 5 par classe. Et ce qui est important aussi, on ne ferme pas les écoles d'un coup, on les ferme cohorte par cohorte, c'est-à-dire chaque année, on empêche les nouveaux d'entrer. Et donc, ceux qui sont censés entrer au collège, là, on les envoie dans ces autres écoles avec des mesures, évidemment, on en cite là quelques-unes, un certain nombre de mesures d'accompagnement. Mais donc, si vous voulez en savoir plus, bientôt, ces vidéos, pas celle-ci, mais d'autres où les 2 interlocuteurs là, répondent à des questions précises, seront disponibles sur CGE, donc vous pourrez là approfondir cela. Et puis, il y a des écrits aussi, si ça vous intéresse. Mais il me semble que ça fait déjà pas mal de temps, là. Tu es parfaitement dans les temps. Je vais passer maintenant la parole à Bernard Delvaux. Pardon. Donc, tu es sociologue, chercheur, tu étais chercheur au GIRCEF, et puis alors tu as un projet aussi d'école ou d'évolution de l'école à partager. Oui, voilà. Bon, c'est pas de ça d'abord que je vais vous parler aujourd'hui, mais il y aurait quand même un peu d'évocation de ça aussi, oui. Mais donc moi je vais, comme vous avez vu, les 2 interventions précédentes ont abordé des sujets parallèles. Donc l'indice socio-économique et son usage avec l'intervention de Benoît, et puis la question de la ségrégation et de la mixité avec l'intervention des collègues toulousains. Hein, donc mon intervention va être coupée en 2, avec une première partie sur l'indice socio-économique, sa pertinence et ses usages, et une seconde partie sur la ségrégation et les possibilités et l'intérêt qu'il y aurait à développer davantage de mixité. Voilà, donc sur l'indice socio-économique, d'abord quand même peut-être dire que j'ai été, moi, associé à la construction de cet indice socio-économique dès le départ. J'étais donc pas dans l'équipe interuniversitaire qui a fait le premier indice socio-économique. Par contre, je n'étais pas dans l'équipe qui a reconfiguré cet indice de la manière qu'a présenté Benoît. Voilà. Mais donc, pourquoi l'indice socio-économique? Mais donc, quelque part, on l'a dit, hein, donc parce que on voulait réduire les inégalités de résultats scolaires, et que l'on savait qu'une série de facteurs, que parmi les facteurs explicatifs de ces inégalités scolaires, il y avait notamment des facteurs socio-économiques. Et donc, d'où l'idée de construire un indicateur socio-économique. Mais donc, quelque part, ça veut dire que en positionnant ainsi la problématique, on aborde la question, disons, de la distribution des élèves entre les écoles par un certain angle de vue, par une certaine thématique, parce qu'en fait, on peut caractériser les élèves de manière extrêmement diverse en fonction de leur genre, en fonction de leur comportement, en fonction de leur acquis de base, en fonction de leur bagage culturel, etc., de leur orientation sexuelle éventuellement, etc. Les élèves, par définition, sont différents sur de multiples dimensions, et donc on a quelque part décidé de privilégier la question donc de la réussite scolaire, et lié à ça la question de l'origine socio-économique, puisque on avait un certain nombre d'études qui montraient qu'il y avait un lien entre l'origine socio-économique et les inégalités scolaires. Mais quand même, c'est une réduction, puisque même si les inégalités socio-économiques expliquent en partie les différences de résultats,
elle n'explique pas totalement ces différences de résultats. D'autres facteurs agissent. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a, à travers, disons, cette démarche de l'indice socio-économique, une triple réduction. On s'intéresse d'abord aux inégalités de réussite scolaire, on s'intéresse ensuite à des facteurs déterminants, mais pas exclusifs, de ces différences de résultats scolaires, et on prend, pour caractériser l'indice socio-économique, des variables qui sont pertinentes, mais qui sont celles dont on dispose et qui ne sont pas totalement dépourvues de limites. Voilà donc une triple réduction. Mais l'indice, donc, entre sa première version et la version actuelle, a été significativement amélioré, et notamment du fait que, alors qu'au départ, on attribuait à chaque élève l'indice de son quartier, quelle que soit donc l'hétérogénéité interne au quartier, chaque élève du même quartier avait le même indice. Maintenant, comme l'a expliqué Benoît, on attribue à chaque élève l'indice socio-économique qui caractérise le ménage dans lequel il se trouve. Et donc, on gagne en précision. Et d'ailleurs, suite à ces changements-là, on a vu donc certaines écoles qui ont changé de classe d'ISE, puisqu'on parvenait à caractériser mieux et à différencier, par exemple, les écoles qui, dans un même quartier, pour l'une d'entre elles, recrutaient les publics les plus favorisés de ce quartier, pour d'autres, recrutaient les publics plus défavorisés. Donc, un progrès, mais il y aurait encore moyen d'améliorer l'indice socio-économique, et notamment, comme l'a dit Benoît, en tenant compte de la dispersion de l'indice socio-économique des ménages à l'intérieur d'une école, puisqu'effectivement, quand on est dans le centre de la distribution, on peut avoir une école qui aurait tous des élèves complètement identiques, et une école qui aurait des élèves vraiment extrêmement diversifiés, mais avec une moyenne. Dans les deux écoles, la moyenne serait similaire. Et donc, ce serait pertinent de pouvoir distinguer des écoles, à l'intérieur donc des écoles qui ont des indices similaires, celles qui ont de l'hétérogénéité et celles qui n'en ont pas. On pourrait aussi tenir compte du fait que on attribue un indice socio-économique à une implantation, que beaucoup d'implantations, notamment dans le secondaire, intègrent des degrés 1, 2 et 3, et qu'on sait, surtout dans les écoles les plus élitistes, que le profil des populations du premier degré et du troisième degré ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a effet d'écrémage. Et or, on attribue l'indice socio-économique en fonction de la moyenne générale, et on ne contrôle pas en quelque sorte l'usage que font les écoles de ces moyens. Et donc on pourrait avoir une école, par exemple, qui a un public essentiellement défavorisé au premier degré, un public nettement moins favorisé au troisième degré, et cette école pourrait décider d'utiliser une partie de ces moyens encadrement différencié au troisième degré. Ce ne serait pas interdit. Donc je trouve qu'il y aurait quand même encore moyen de faire un certain nombre de progrès. Donc cet indice socio-économique a été donc utilisé dans un certain nombre de politiques, mais finalement avec des moyens relativement faibles. Benoît l'a évoqué, donc pour les subventions de fonctionnement, l'écart entre les moyens qu'a une école de première classe et les moyens que reçoivent une école de la classe 20, c'est dans l'ordre de 5,5%. Donc ce n'est pas énorme. Quant à l'encadrement différencié, il représente à peu près donc le budget qui est attribué pour l'encadrement différencié, c'est à peu près 1,4% de l'ensemble du budget de l'enseignement fondamental et secondaire. Ce n'est donc pas non plus quelque chose d'énorme dans la mesure où ça concerne quand même 25% des élèves. Donc 25% des élèves reçoivent un plus qui correspond à 1,7% du budget total, 1,4% du budget total. Pour vous donner un exemple en termes, disons, vraiment d'encadrement, ça veut dire que pour une école de classe 1, l'encadrement, donc il y a 11,2%
2 TP, donc d'équivalent temps plein en plus, dans une école de classe 1 par rapport à l'école de classe 20. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a 9 profs, on en ajoute un en plus. Et cet additionnel diminue au fur et à mesure qu'on passe de la classe 1 à la classe 5. Et puis après, la classe 5, il n'y a plus de complément. Et on voit que, bon, en tous les cas, on n'a pas d'études qui confirment que ces moyens supplémentaires attribués aux écoles en discrimination positive sont absolument suivis d'effets en termes de réussite scolaire. Vous avez vu donc ce que Benoît a repris des conclusions de la commission de pilotage. Et quant à la stabilité des équipes éducatives, on constate que les écoles des 5 premières classes, donc celles qui reçoivent de l'encadrement différencié, sont celles qui ont des stabilités d'équipe pédagogique les plus basses. Donc voilà, on voit donc, on peut s'interroger quelque part sur la pertinence et l'efficacité des politiques de discrimination positive ou d'encadrement différencié, comme on dit maintenant. Donc voilà ce que je dirais par rapport à la question de l'indice socio-économique, donc aux questions qu'a abordé Benoît. Maintenant, sur la question de la ségrégation et de la mixité, voilà, donc, et il a quand même aussi, Benoît l'a abordé, la ségrégation, Benoît l'a montré, puisqu'il a montré clairement les différences entre types d'enseignement, enseignement ordinaire, enseignement spécialisé, les différences entre filières. On a vu donc le tableau dans lequel on voyait les différents degrés et filières et l'indice socio-économique des publics qui les fréquentent. C'est très clair qu'on a un processus de relégation qui n'est pas indifférent socialement, puisque ceux qui sont les plus relégués dans les filières les moins réputées sont en général les publics venant des milieux dits défavorisés. Je déteste ce terme de défavorisé, on pourrait dire dominé. Donc les différences entre types d'enseignement, les différences entre filières, les différences entre réseaux, on l'a vu aussi avec... Benoît ne l'a peut-être pas dit explicitement, mais tout le monde a pu se rendre compte qu'il y a des différences entre les réseaux publics et les réseaux libres. Mais je dirais que c'est peut-être pas le problème qu'il faut... C'est peut-être pas par là qu'il faut prendre, à mon avis, le problème. Le problème étant vraiment, pour moi, la ségrégation, quel que soit le réseau. Donc, il y a des... Quand on s'intéresse à des bassins de recrutement, comme Bruxelles, qu'on a vu tout à l'heure, il y a effectivement des différences significatives à l'intérieur de ce que moi j'appelle un espace local d'interdépendance, donc un bassin de recrutement, on va dire ça comme ça, donc des écoles qui sont en concurrence pour un public commun. Et donc, on peut analyser, vraiment je trouve que c'est très intéressant d'analyser localement les choses, puisque les choses ne se présentent pas de la même façon selon qu'on est dans des espaces ruraux ou urbains, et à l'intérieur des espaces urbains selon qu'on est au centre ou à la périphérie. Évidemment, dans des cas comme Bruxelles, on a deux choses qui se passent. C'est d'abord une ségrégation résidentielle, et une ségrégation résidentielle forte entre, disons, la partie sud-est et le reste de Bruxelles, où là, effectivement, la partie sud-est de Bruxelles est quelque part préservée d'une contiguïté avec des quartiers plus populaires. Par contre, dans le reste de Bruxelles, on a davantage, disons, de maillage entre qui mixe de quartiers, disons, plus pauvres et plus riches, qui sont relativement proches les uns des autres, qui fait que on ne peut pas expliquer la ségrégation qu'on observe au niveau scolaire exclusivement en disant
que c'est la faute à la ségrégation résidentielle. Et j'ai fait, moi, personnellement, une étude à Bruxelles dans l'enseignement fondamental, où là, on dit toujours que les élèves sont scolarisés à proximité. Ce n'est pas aussi vrai que ce qu'on dit, surtout dans les espaces urbains densément peuplés comme Bruxelles. On voit que nombre de familles ne choisissent pas l'école la plus proche, qu'elles font des kilomètres parfois pour trouver une autre école, et que dès lors, la ségrégation scolaire n'est pas exclusivement expliquée par la ségrégation résidentielle, qu'il y a des phénomènes spécifiques et que quelque part, les familles sont davantage tolérantes par rapport à une hétérogénéité résidentielle que par rapport à une hétérogénéité scolaire. Donc, la question, c'est de savoir, donc, je ne sais pas combien de temps j'ai. Oui. A priori, 5 minutes. Allez. Allez. Donc, la question, donc, c'est celle qui a été posée, c'est est-ce qu'on veut promouvoir la mixité ou l'homogénéité? D'abord, pourquoi vouloir la mixité? Est-ce que c'est... Alors là, je vais devoir faire une petite incise sur les concepts de puissance et de pouvoir que je privilégie beaucoup maintenant dans mes analyses. Donc, pour moi, on est dans une société qui se caractérise par une volonté, pour les progressistes du moins, d'égaliser les puissances. La puissance, c'est quoi? C'est accumuler des ressources qu'on peut éventuellement mobiliser pour avoir du pouvoir sur autrui ou du pouvoir sur soi. Le pouvoir, c'est la capacité d'utiliser ces ressources pour orienter ses propres conduites ou les conduites d'autrui. La politique scolaire se caractérise par une volonté, depuis des décennies, par la volonté d'égaliser les puissances. Quand on dit qu'on veut égaliser les acquis de base, quand on dit qu'on veut égaliser les chances, en fait, on dit quoi? On dit qu'on veut égaliser les puissances. C'est-à-dire qu'on veut égaliser un certain type de puissance, c'est-à-dire des puissances cognitives, ou en tous les cas, des puissances qui se traduisent par, à un moment donné, un diplôme ou un certificat. Je pense, moi, que nous ne devons pas vouloir d'abord la mixité pour égaliser la puissance, que nous devons d'abord vouloir la mixité pour égaliser le pouvoir sur soi, c'est-à-dire l'autonomie de chacun. On me dira, pur rêve, c'est un rêve, mais vous voyez aussi que l'égalisation des puissances est aussi un rêve, puisqu'on le poursuit depuis des décennies sans aucun succès. Donc égaliser pour moi, si on veut la mixité, il faut d'abord la vouloir, parce qu'on veut faire de la classe, quel horrible mot, on va dire du collectif, on veut faire du collectif un collectif qui, par son hétérogénéité, ressemble à la cité pour laquelle on veut éduquer les enfants, qui ressemble à la société à laquelle on veut éduquer les enfants. Et dans ce collectif, on doit pouvoir vivre le plus possible, dès la prime enfance, des pratiques d'égalité de pouvoir. Pour moi, c'est ça qu'il faut vouloir. Et plutôt que d'égaliser les puissances, il faut vouloir égaliser les pouvoirs sur soi. Et donc, dans ce cas-là, moi, je pense que la mixité vaut la peine d'être poursuivie. Alors, on peut évidemment poursuivre la mixité aussi pour égaliser les puissances, donc réduire les inégalités de résultats entre élèves. Il y a un grand nombre d'études scientifiques qui se sont penchées sur la question, qui tendent à dire qu'en moyenne, même si elles ne sont pas toutes d'accord, que quand on mixe les publics, les avantages pour les plus faibles n'empêchent pas les plus forts de progresser. En tous les cas, voilà, oui, n'empêchent pas de progresser. Mais on sait aussi combien cet effet dépend aussi des pratiques pédagogiques, et qu'il ne suffit pas de mixer les publics pour que subitement on ait une meilleure égalité de résultats. Et c'est d'ailleurs la même chose
il ne suffirait pas de mixer les publics pour qu'on ait évidemment une meilleure égalité de pouvoir entre les enfants. Mais donc, on est dans une situation de ségrégation forte et on pourrait quand même se dire que dans cette situation de ségrégation forte, il ne serait pas inintéressant de faire autre chose avec les publics actuellement homogènes. On a donc effectivement des écoles qui concentrent des publics défavorisés, des publics populaires, des publics qui ont donc moins d'atouts de réussite scolaire. Mais la question, c'est de savoir ce qu'on veut faire de ça. Soit on veut faire comme dans le cadre de l'encadrement différencié, on veut donner davantage de moyens pour quelque part que ces élèves s'intègrent davantage dans la société telle qu'elle est actuellement, acquièrent davantage de puissance, d'atouts, de ressources qui leur permettent de jouer davantage dans la lutte des places qui caractérisent notre société. Pour moi, et je ne suis pas le seul à poser la question, je pense notamment à des personnes comme Pierre Marissal, qui est un géographe de l'ULB avec qui j'ai notamment fait des études sur les ségrégations, mais aussi à Noël de Smet, que vous connaissez bien ici à CGE, qui dit, tant qu'à faire, s'il y a une ségrégation et qu'il y a des écoles qui concentrent des publics populaires, ce qu'il faut faire, ce n'est pas d'abord de leur donner des moyens d'intégration, c'est d'abord leur donner des moyens d'émancipation, c'est-à-dire des moyens qui leur permettent de connaître leur identité, de développer leur fierté et éventuellement d'être des acteurs de changement, pas seulement pour obtenir une meilleure place dans la société, mais pour changer les règles de cette société. On pourrait évidemment en parler longuement. Je vais laisser de côté pour le débat le dernier point que j'avais prévu, c'est-à-dire des pistes d'action pour développer dans le contexte tel qu'il est aujourd'hui en Fédération Wallonie-Bruxelles davantage de mixité, mais davantage de mixité au nom de l'égalité de pouvoir. Et j'avais notamment développé cette idée de petites cités, c'est-à-dire de territoires qui pourraient profiter de ce que Benoît a dit, c'est-à-dire effectivement d'une liberté plus grande que ce qu'on pense être d'habitude, mais pour travailler, si vous voulez, à l'échelle de territoires qui pourraient ressembler au territoire d'une commune, à l'échelle notamment de l'enseignement fondamental, pour développer des pratiques pédagogiques, davantage donc de nature relative donc à des pratiques pédagogiques qui permettraient de développer l'égalité de pouvoir et des pratiques donc de distribution des élèves entre les écoles qui tendraient à développer les collectifs qui sont réellement hétérogènes. Voilà. Merci beaucoup Bernard et Benoît pour vos interventions.